Je m'appelle Christopher Vance. J'ai 32 ans et il y a 6 mois, j'ai détruit la vie de mon frère avec 3 morceaux de papier à l'intérieur d'une boîte en argent. Avant de vous parler du silence qui a envahi 400 personnes lorsque la vérité a éclaté, faites-moi une faveur. Laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez. Je lis chacun d'eux. Pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, vous devez comprendre le jour où tout s'est terminé. C'était un samedi après-midi vif à Boston, le genre de journée qui respire l'opulence. Le ciel était d'un bleu éclatant et vif. Les feuilles des arbres prenaient ce rouge profond et ardent de l'automne en Nouvelle-Angleterre, et l'air sentait l'argent et la vieille terre humide. J'ai arrêté ma voiture devant le service de voiturier du Grand Belmont Hotel. Je n'avais pas conduit la Porsche ce jour-là. J'avais laissé la 911 Targa à la maison dans le garage. Au lieu de cela, j'avais loué une modeste berline noire. Je ne voulais pas qu'il sache. Pas encore. Je suis sorti, lissant l'avant de mon costume anthracite. C'était un bon costume, taillé mais discret. J'ai monté les marches de marbre, mon cœur battant contre mes côtes comme un oiseau en cage. On pourrait penser qu'à 32 ans, un homme aurait surmonté la peur de sa propre famille. On aurait tort. Le trauma avec lequel vous grandissez ne disparaît pas. Il attend juste que vous rentriez chez vous. Le hall du Grand Belmont était le chaos, mais un chaos organisé. Des lustres en cristal de la taille de petites voitures pendaient du plafond. Il y avait des arrangements floraux d'hortensia blanc et de rose qui coûtaient probablement plus que mon premier salaire à New York. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux et classique près de la fontaine. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers les tables d'accueil. 2 jeunes femmes en robe noire géraient la liste des invités. Elles avaient l'air stressées mais maintenaient ces sourires polis et figés. « Bonjour, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Je suis là pour le mariage Vance et Sterling. » La femme blonde à gauche leva les yeux. « Bien sûr, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. »« Christopher Vance, dis-je. Je suis le frère du marié. » Elle sourit, son doigt planant sur l'écran de l'iPad. Elle fit défiler. Puis elle fit défiler à nouveau. Le sourire vacilla. Elle regarda sa partenaire. Sa partenaire vérifia le classeur physique. Vance, marmonna la deuxième femme, tournant les pages. Nous avons un Robert et Linda Vance. Nous avons un Benjamin Vance. Nous avons. Oh, je suis désolé, elle leva les yeux vers moi, et la c'était. Ce regard, je l'avais vu toute ma vie. De la pitié mêlée de confusion. Je suis désolé, monsieur. Votre nom n'est pas sur la liste. Mon estomac se serra. Veuillez vérifier à nouveau, s'il vous plaît. Christopher. Chris, j'ai vérifié la liste principale et les ajouts, dit-elle, sa voix tombant à un murmure pour que les personnes derrière moi n'entendent pas. Vous n'êtes pas inscrit comme invité, monsieur Vance. Peut-être y a-t-il eu une erreur. Une erreur, n'est-ce pas? Excusez-moi un instant, dis-je. Je m'éloignai de la file, me dirigeant vers un grand pilier près de l'entrée de la salle de bal. Les portes étaient légèrement ouvertes. Je pouvais voir à l'intérieur. Je vis les tables rondes drapées de soie dorée. Je vis les centres de table et puis je les vis. Mes parents, Robert et Linda Vance. Mon père tenait un verre de scotch, riant à quelque chose que disait un grand homme aux cheveux gris. Ma mère ajustait la cravate du marié. Mon frère, William. William ressemblait à un prince. Il portait un smoking qui lui allait parfaitement, ses cheveux coiffés à la perfection, ce sourire charmeur et doré plaqué sur son visage. Il avait l'air heureux. Il avait l'air d'un homme qui avait tout. J'ai sorti mon téléphone. Mes mains tremblaient, non plus de peur, mais d'une rage froide et montante. J'ai composé le numéro de William. J'ai regardé à travers la fente des portes. J'ai vu William sentir la vibration dans sa poche. Il fronça les sourcils, sortit le téléphone et regarda l'écran. Il dit quelque chose à notre mère, roula les yeux et s'éloigna de la foule pour répondre. Quoi? La voix de William siffla à mon oreille. Je suis dans le hall, dis-je. Le personnel dit que je ne suis pas sur la liste. Il y eut une pause, un long silence pesant, puis un rire court et sec. Tu es vraiment venu, dit William. Je pensais que maman t'avait dit. Dis quoi? Chris, regarde.
William soupira. Le son de quelqu'un forcé de s'occuper d'une tâche fastidieuse. Tu penses vraiment que tu serais invité? C'est la famille Sterling dont nous parlons. Le père d'Elena vaut un demi-milliard de dollars. Ce sont des sénateurs, des PDG, des gens importants. Je suis ton frère, dis-je. Les mots avaient un goût de cendre. Exactement, ricana William. Tu es mon frère qui se débrouille à peine. Tu es le frère qui nous embarrasse. Écoute, nous ne voulions juste pas les questions gênantes. Oh, que fait Christopher? Oh, il prend des photos. C'est pathétique. Nous te faisons une faveur. Rentre chez toi. Maman et papa savent. J'ai demandé. Qui penses-tu a fait la coupe finale sur la liste, dit William. Maman a dit que ce serait mieux ainsi. Moins de drame, dit-elle. Retourne juste à ton petit appartement où que tu vives maintenant. Envoie une carte si tu veux. Il raccrocha. Je suis resté là, tenant le téléphone contre mon oreille même après que la ligne soit morte. Je l'ai regardé retourner à la fête. J'ai regardé ma mère lui tapoter la joue. J'ai regardé mon père lui taper sur l'épaule. Ils formaient une unité, une forteresse, et j'étais le barbare à la porte. J'aurais pu foncer à l'intérieur. J'aurais pu faire une scène. J'aurais pu renverser une table ou crier jusqu'à ce que la sécurité me traîne dehors. C'est ce qu'aurait fait l'ancien Christopher. Le Christopher qui mendiait leur amour, mais ce Christopher est mort au moment où William arrive. J'ai senti un étrange calme m'envahir. C'était froid et dur comme l'acier. J'ai tendu la main dans la poche intérieure de ma veste et j'en ai sorti une petite boîte en argent. Elle était enveloppée d'un simple ruban noir. Elle était lourde pour sa taille. Je suis retourné à la table d'accueil. Les deux femmes semblaient nerveuses en me voyant approcher. Monsieur, je ne peux vraiment pas vous laisser entrer, commença la blonde. Je sais, dis-je. Ma voix était différente maintenant, plus profonde, plus douce. Je n'essaie pas d'entrer. Je voulais juste déposer un cadeau. J'ai posé la boîte en argent sur la table, juste à côté d'une pile de boîtes Tiffany bleues et d'enveloppes qui contenaient clairement des chèques avec beaucoup de zéros. Ma boîte avait l'air petite, insignifiante, facile à manquer. Pourriez-vous me faire une faveur, demandai-je, me penchant légèrement. J'ai regardé la femme dans les yeux. Assurez-vous que le marié l'ouvre avant la coupe du gâteau. Une tradition familiale. C'est très important. La femme regarda la boîte, puis moi. Elle a dû voir quelque chose dans mon expression. Peut-être le chagrin, peut-être la détermination. Elle hocha la tête. Je m'assurai qu'il l'est personnellement, murmura-t-elle. Merci, dis-je. Dites-lui que c'est de Chris. Il saura ce que ça veut dire. Je me suis retourné. J'ai passé la fontaine, le quatuor à cordes jouant Vivaldi, le portier qui m'a tenu la porte. Je suis sorti dans l'air frais de Boston. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas pleuré. Je suis monté dans ma voiture de location, j'ai démarré le moteur et je suis parti. Alors que je me dirigeais vers l'aéroport sur l'autoroute, mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord, un SMS de William. Tu as laissé quelque chose? Puis un appel manqué de ma mère. Puis un autre SMS de William. C'est quoi cette boîte? Je les ai tous ignorés. J'ai monté le volume de la radio. Je savais exactement ce qui allait arriver. Je connaissais la chronologie. La réception commencerait dans 1 heure. Le dîner prendrait 2 discours, puis les cadeaux. J'avais réglé une minuterie sur une bombe et je m'éloignais avant l'explosion. Mais pour comprendre pourquoi cette boîte allait tout détruire, il faut savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et pour expliquer cela, je dois vous ramener 20 ans en arrière dans une maison de Bacon Hill qui avait l'air parfaite de l'extérieur, mais qui pourrissait de l'intérieur. La voiture bourdonnait sous moi alors que je m'éloignais de la vie que j'étais censé vouloir. Mon esprit s'est évadé, décollant les couches du temps jusqu'à ce que je sois de nouveau un enfant, debout dans le couloir de notre maison coloniale à 3 étages sur Bacon Hill. Bacon Hill est magnifique. Ce sont des rues pavées, des réverbères à gaz et des façades en briques qui chuchotent vieil argent. Mais à l'intérieur de la maison Vance, l'atmosphère était toujours ténue, comme s'il n'y avait pas assez d'oxygène pour 4 personnes. Il y avait toujours une hiérarchie. Au sommet se trouvait mon père, Robert.
C'était un avocat d'affaires, un homme qui considérait chaque conversation comme un contre-interrogatoire qu'il devait gagner. En dessous de lui, il y avait ma mère, Linda, une mondaine qui traitait ses enfants comme des accessoires qu'elle pouvait porter au gala. Et puis il y avait William. William était l'enfant prodige. Vous connaissez le type. Il a marché à 9 mois. Il a parlé par phrase complète à 2 ans. Il était capitaine de l'équipe de soccer universitaire, président de classe, charmant, beau et complètement creux. Puis il y avait moi, Christopher, le remplaçant. Le plan de secours. Je n'étais pas mauvais. J'avais de bonnes notes. Je ne me mettais pas dans le pépin. Mais je n'étais pas William. J'étais silencieux. J'aimais dessiner. J'aimais m'asseoir dans un coin et observer les gens, comprendre comment ils bougeaient, comment la lumière frappait leur visage. Mes parents appelaient ça bouder. Moi, j'appelais ça survivre. Le moment décisif. Le moment où j'ai su que je n'appartenais pas à cet endroit, c'est arrivé le jour de mes 12 ans. William a 3 ans de plus que moi. Son anniversaire est en juin. Le mien est en juin, 3 jours plus tard. Cette année-là, William a eu 15 ans. Une étape importante. Mes parents lui ont organisé une fête gigantesque au country club. Des cours de tennis réservés, un buffet traiteur, un DJ. Je me souviens être resté près du bol de punch, regardant William tenir la cour avec ses amis. Mon père le tenait par le bras, rayonnant. C'est mon garçon, ne cessait-il de dire. L'avenir de la firme est là. La fête a duré toute la journée. Quand nous sommes rentrés à la maison, épuisés, j'ai attendu. Je me suis dit, ok, maintenant nous aurons un gâteau pour moi. Juste la famille. Je me suis assis à l'îlot de la cuisine pendant que ma mère enlevait ses talons. Elle m'a regardé à l'intérieur. Chris, sois un amour et sors les poubelles. Les traiteurs ont laissé un désordre dans l'allée. Je l'ai regardé. Maman, c'est le 14. Elle a froncé les sourcils, se frottant les tempes. Je connais la date, Christopher. Quel est ton but? C'est mon anniversaire, ai-je murmuré. Le silence qui a suivi n'était pas un regret. C'était de l'agacement. Oh, dit-elle. Elle n'a pas halté. Elle ne s'est pas précipitée pour me serrer dans ses bras. Elle avait juste l'air fatiguée. Eh bien, nous sommes tous épuisés par la fête de William, chérie. Nous ne pouvons pas faire un autre gâteau ce soir. Nous commanderons une pizza demain ou quelque chose. Elle est sortie de la cuisine. Mon père n'a même pas levé les yeux de son journal. Je suis sorti par la porte arrière, devant les sacs poubelles débordant de la fête de mon frère, et je me suis assis sur les marches froides en pierre du jardin. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'avais épuisé mes larmes des années auparavant. Je me suis juste assis là et j'ai regardé la lune. Puis la porte arrière a grincé. C'était grand-mère Rose, la mère de mon père. C'était une petite femme, à peine 1,50 m, avec des cheveux comme de l'argent filé et des yeux qui pouvaient couper un diamant. C'était la seule personne de la famille qui ne regardait pas William comme s'il était un dieu. En fait, elle le regardait souvent comme s'il était une tache sur le tapis. Elle s'est approchée et s'est assise à côté de moi sur la marche froide. Elle sentait la lavande et l'amande poivrée. Ils ont oublié, n'est-ce pas, demanda-t-elle doucement. J'ai hoché la tête, regardant mes baskets. Des imbéciles, siffla-t-elle. C'était un son aigu et venimeux. Ce sont des imbéciles aveugles qui courent après de leurs défauts. Elle a fouillé dans son grand sac à main et en a sorti un étui en cuir usé. Elle l'a posé dans mes mains. Il était lourd. Ouvre-le, ordonna-t-elle. J'ai défait le loquet. À l'intérieur se trouvait un appareil photo. Ce n'était pas un jouet. C'était un Leica M3 vintage. Argent et noir, abîmé, mais magnifique. Il ressemblait à une machine construite pour capturer la vérité. Ceci appartenait à ton grand-père, dit-elle. Ce n'était pas un avocat. C'était un artiste. Il voyait le monde non pas pour ce qu'il pouvait en prendre, mais pour ce qu'il était. J'ai passé mes doigts sur l'objectif métallique froid. Pourquoi me le donnes-tu? William est l'aîné. Grand-mère Rose a ri. Un son sec et râpeux. William. Si je donnais ceci à William,
il le mettrait en gage pour une nouvelle montre ou le laisserait dans un taxi. William voit des miroirs, Christopher. Il ne cherche que son propre reflet. Mais toi. Elle tendit la main et me prit le menton, tournant mon visage vers le sien. Tu as les yeux. Tu vois les ombres. Tu vois la lumière. Tu es l'observateur. Je ne veux pas être l'observateur, dis-je, ma voix se brisant. Je veux être vu. Alors fais-les te voir, dit-elle férocement. Utilise ceci. Construis un monde si grand qu'ils ne pourront pas détourner le regard. Mais fais-le pour toi, pas pour eux. Cet appareil photo est devenu ma bouée de sauvetage. Je l'emportais partout. Je photographiais les fissures dans le trottoir, la façon dont la lumière frappait l'horizon de Boston à l'aube, les visages fatigués des navetteurs dans le métro. J'ai commencé à voir la beauté dans la structure, dans les lignes, dans l'architecture. 6 ans plus tard, j'avais 18 ans. J'avais été accepté au programme d'architecture de Cornell. C'était mon rêve. J'avais travaillé d'arrache-pied pour construire un portfolio qui avait remporté des prix nationaux. J'ai assis mes parents à table pour discuter des frais de scolarité. Je savais que nous avions de l'argent. Mon père était associé dans le cabinet. Papa, dis-je, faisant glisser la lettre d'acceptation sur la table en acajou. Je suis admis. Mon père y jeta un coup d'œil et la repoussa. Architecture. Chris, ce n'est pas une carrière. C'est un programme de premier ordre, ai-je soutenu. J'ai besoin de l'acompte pour les frais de scolarité, le fonds universitaire. Je sais que vous en avez créé un pour nous. Mon père s'éclaircit la gorge. Il regarda ma mère. Ma mère s'occupa de sa salade. À ce propos, dit mon père, prenant une gorgée de vin. Le stage de William à Londres. C'est cher et il avait besoin d'une voiture pour se déplacer. Une voiture fiable. Vous lui avez acheté la BMW, dis-je platement. Je l'avais vue dans l'allée. Une toute nouvelle M3. Vous avez dépensé mon fonds universitaire pour la voiture de William. C'est un investissement dans son avenir, intervint ma mère, sa voix stridente. L'apparence compte dans son industrie. Christopher, il doit projeter le succès. Toi. Eh bien, tu peux aller à l'université d'État ou prendre des prêts. Si tu es vraiment sérieux avec cette chose artistique, tu t'en sortiras. Vous lui avez donné mon fonds universitaire pour une voiture, répétai-je. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Ne sois pas dramatique, claqua mon père. William va loin. Nous devons soutenir le gagnant. C'est de la simple économie. Le gagnant. Cette nuit-là, j'ai fait 2 valises. J'ai pris mes vêtements, mon carnet de croquis et le Leica que grand-mère Rose m'avait donné. J'ai laissé une note sur le comptoir. Je vais me débrouiller. Je suis sorti de cette maison et je n'y suis pas revenu avant longtemps. J'ai réalisé alors que pour eux, je n'étais pas un fils. J'étais une dépense, une pensée après coup. Mais grand-mère Rose avait raison. Ils étaient aveugles. Ils ne voyaient pas qu'en me coupant les ponts, ils m'avaient fait le plus grand cadeau de tous. Ils m'avaient donné la liberté d'arrêter d'essayer de leur plaire. J'ai conduit ma vieille Honda Civic jusqu'à New York. J'avais $400 en poche et un appareil photo. J'allais être architecte. J'allais être photographe. Et j'allais leur faire regretter chaque centime qu'ils avaient dépensé pour cette BMW. New York ne se soucie pas de vos sentiments. Elle mange les faibles au petit déjeuner. Quand je suis arrivé, je n'avais pas seulement faim. J'étais affamé de quelque chose à prouver. Je me suis inscrit à un programme d'architecture moins cher à CUNY et j'ai travaillé 3 emplois. Le jour, j'étais barista, servant des lattes trop chères à des gars de Wall Street qui me rappelaient mon frère. Le soir, j'étais plongeur. Et la nuit, j'étais un fantôme avec un appareil photo. J'ai commencé à photographier l'immobilier de luxe. Cela a commencé par accident. Un client du café, un agent immobilier, se plaignait de la mauvaise qualité des photos pour un Penthouse à Tribeca. Je peux faire mieux, lui ai-je dit. Il a regardé mon tablier taché d'expresso. Tu es barista, gamin. Je suis étudiant en architecture avec un Leica, ai-je rétorqué. Donne-moi 1 heure. Si les photos sont nulles, je te donnerai du café gratuit pendant 1 mois. Si elles sont bonnes, tu me paies $5 cents. Il a ri.
Marché conclu. Je suis allé à Sepentouze. Je n'ai pas seulement pris des photos de pièces. J'ai capturé la façon dont la lumière tombait sur les parquets. J'ai capturé la sensation d'y vivre. J'ai traité le bâtiment comme une chose vivante et respirante. L'agent a vendu l'appartement en 2 jours. Il m'a appelé en criant de joie. Gamin, tu es un magicien. J'ai 5 autres annonces pour toi. Ce fut le début. Je n'ai pas dormi pendant 4 ans. J'ai étudié la structure et le design en classe, puis je l'ai appliqué à ma photographie. J'ai réalisé qu'il y avait une lacune sur le marché. La plupart des photographies immobilières étaient stériles, ennuyeuses. J'y ai apporté l'art. J'y ai apporté l'émotion. J'ai formé une petite SARL appelée Vence Visual. Puis, après avoir obtenu mon diplôme et commencé à obtenir des contrats avec de grands promoteurs, j'ai changé de nom. Je voulais quelque chose qui sonne monolithique. Quelque chose qui ne sonne pas comme Christopher, le petit frère. Je l'ai appelé Apex Media. À l'âge de 26 ans, Apex Media n'était plus seulement moi et un appareil photo. C'était une agence de branding à service complet pour le marché du très haut de gamme. Nous faisions de la conception architecturale, du conseil, du rendu 3D et de la cinématographie haut de gamme pour des propriétés d'une valeur supérieure à 50 millions de dollars. J'ai embauché Sarah, ma directrice des opérations, une femme intelligente du Bronx qui pouvait sentir un mauvais contrat à 1 kilomètre. Nous avons grandi vite. Pendant que je construisais un empire, ma famille pensait que je me noyais. Je gardais ma vie compartimentée. Je n'ai jamais mis à jour mon LinkedIn. Je n'ai jamais publié mon succès sur Facebook. Quand je parlais à mes parents, ce qui était rare, peut-être un appel à Noël, je restais vague. Je travaille en freelance, disais-je. Tu prends toujours des photos, demandait mon père, sa voix dégoulinante de déception. William vient d'être promu vice-président senior, son salaire dépasse maintenant les 200 000 dollars. C'est super, papa, disais-je, regardant par la fenêtre du sol au plafond de mon loft à Soho. Peut-être devrais-tu lui demander un prêt, ma mère intervenait. Il est très généreux. Il pourrait t'aider. J'avais envie de crier. J'avais envie de leur dire que ma facture fiscale de l'année dernière était plus élevée que le salaire entier de William. J'avais envie de leur dire que je venais d'acheter une Porsche 911 Targa. Gris vintage, personnalisée, et payée en espèces. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je les connaissais. S'ils savaient que j'avais de l'argent, la dynamique changerait. Ils ne m'aimeraient pas. Ils aimeraient mon portefeuille. Ils voudraient gérer mes investissements. Ils voudraient que je sauve William de ses dettes. Et William, oh, William avait des dettes. J'ai entendu des rumeurs par la vigne. William était un joueur. Non seulement des casinos, mais aussi de mauvaises actions, des arnaques crypto, une inflation de son train de vie. C'était le type qui achetait un costume à 5 000 dollars, mais dont la carte de crédit était refusée au dîner. Il vivait au bord de la ruine. Maintenu à flot par mes parents et son charisme d'enfant prodige. J'ai gardé mon secret. Mon succès était mon armure. Le tournant est arrivé il y a 2 ans. J'étais en réunion avec un promoteur saoudien pour un projet de gratte-ciel quand mon téléphone a sonné. C'était mon père. Il n'appelait jamais pendant la journée. C'est grand-mère Rose, dit-il. Non. Bonjour. Elle a eu une attaque. C'est grave. Je me suis figé. J'arrive. Je prendrai le prochain vol pour Boston. Non, dit rapidement mon père. Ne viens pas. Quoi? Pourquoi? Elle est très faible. Christopher, elle est délirante. Te voir comment tu as tourné, ça pourrait la contrarier. Nous devons la garder calme. William est là. Il lui tient la main. C'est suffisant. Vous m'interdisez de voir ma grand-mère mourante parce que vous pensez que je suis un raté? Ma voix monta, résonnant dans la salle de conférence. Mes clients me regardèrent choqués. Nous protégeons sa dignité, dit froidement mon père. Nous te ferons savoir quand elle décédera. Il raccrocha. J'ai jeté mon téléphone contre le mur. Il s'est brisé. Réunion terminée, dis-je au promoteur. Je dois y aller. Je n'ai pas pris de vol commercial.
J'ai affrété un jet. Cela m'a coûté 15 000 $. Et je n'ai pas scié. J'ai volé à Boston et j'ai loué une voiture. J'ai conduit à l'hôpital comme un fou. J'ai fait irruption dans l'aile des soins palliatifs. Mes parents étaient dans le couloir, se disputant avec une infirmière à propos d'un surclassement de chambre privée. Ils ne m'ont pas vu me glisser devant eux dans la chambre 304. Grand-mère Rose était minuscule dans le lit, branchée à des machines, mais ses yeux étaient ouverts. Grand-mère, murmurai-je, tombant à genoux à côté du lit. Elle tourna la tête. Ses yeux étaient troubles, mais elle sourit. Elle me reconnut. Christopher, Alta-T-L. Tu es venu. Ils ont essayé de m'arrêter, dis-je, les larmes coulant sur mon visage. Ce sont des idiots, murmura-t-elle. Elle tendit une main frêle et me saisit le poignet. Sa prise était étonnamment forte. Écoute-moi. Le gros des choses est caché. L'avocat, Harrison, trouve-le. Ne les laisse pas prendre les horloges. Ne les laisse pas prendre le temps. Je me fiche des horloges, grand-mère. Je me soucie juste de toi. Chut, gronda T.L. doucement. Tu es l'architecte. Tu construis, mais tu dois aussi protéger. Promets-moi. Je le promets. Bien. Maintenant, montre-moi. Montre-moi quoi? Tes yeux. Montre-moi ce que tu as vu. J'ai sorti mon téléphone de secours et j'ai ouvert ma galerie. Je lui ai montré des photos des bâtiments que j'avais conçus, la lumière dans les canyons de New York, la beauté que j'avais capturée. Elle les a regardés et un instant, la douleur a quitté son visage. Je le savais, murmura-t-elle. Mon artiste. Elle mourut 1 heure plus tard. Mes parents sont entrés et m'ont trouvé lui tenant la main. Ils étaient furieux. J'avais réussi à entrer en douce, mais ils ne pouvaient pas faire de scène autour d'un corps. William est arrivé 20 minutes en retard, sentant le bourbon. Il a versé quelques fausses larmes pour les infirmières. Je me tenais dans un coin, les regardant jouer leur chagrin. C'est ce jour-là que j'ai décidé d'arrêter de fuir. C'est ce jour-là que j'ai décidé de riposter. Les funérailles révèlent le pire chez les gens cupides. C'est comme du sang dans l'eau pour les requins. Grand-mère Rose n'avait pas été enterrée depuis 24 heures que ma mère parlait déjà de redécorer la maison historique de grand-mère. Le service a eu lieu dans la vieille église en pierre de Beacon Hill. Je portais un costume noir. Armani, même si j'avais enlevé l'étiquette pour que ma mère ne le remarque pas. Je me tenais à l'arrière. William a prononcé l'éloge funèbre. Il a parlé de lui pendant 20 minutes. Grand-mère m'a toujours dit que j'étais son étoile brillante. Il a menti depuis la chair. Elle m'a dit que je porterais le nom Vance à la grandeur. J'ai serré la mâchoire si fort que j'ai cru qu'une dent allait se fêler. Grand-mère Rose détestait sa vanité, mais les morts ne peuvent pas corriger le tir. Après l'enterrement, la famille s'est réunie chez mes parents pour la lecture du testament. Monsieur Harrison, l'avocat de grand-mère depuis 40 ans, était assis à la tête de la table à manger. C'était un homme fait de cuir et de parchemin avec des yeux qui avaient vu toutes sortes de querelles familiales imaginables. William était assis juste à côté de lui, penché en avant, bavant presque. Mes parents étaient à ses côtés. J'étais assis à l'extrémité de la table, près de la porte de la cuisine. Rosemary Vance était une femme d'intention précise, commença Monsieur Harrison, ajustant ses lunettes. Elle a mis à jour son testament il y a 6 mois. Ma mère serait dit. Mise à jour. Elle ne nous l'a pas dit. Elle voulait que cela reste privé, dit Harrison. Il ouvrit le dossier. À mon fils, Robert, et à sa femme, Linda. Je laisse la propriété de Beacon Hill, à condition qu'il paie les impôts et l'entretien en cours. Mon père hocha la tête, satisfait. Cette maison valait facilement 3 millions. À mon petit-fils, William. William redressa sa cravate. Il me sourit d'un air suffisant. C'était ça, le gain. Je lui laisse la somme de 25 000 $. Silence. Un silence absolu, suffocant. C'est une erreur de frappe, dit William, sa voix aiguë et tendue. Vous voulez dire 250 000 ou 25% de la succession? 25 000 $, répéta calmement Harrison. Legs spécifique. C'est une blague.
William claqua sa main sur la table. Elle me l'avait promis. Qu'en est-il des investissements? Qu'en est-il des bijoux, de la collection Patek Philippe? Les montres de grand-père seules valent des millions. Ah, oui. Les biens personnels, et la fiducie, dit Harrison. Il regarda par-dessus ses lunettes, droit vers moi au bout de la table. À mon petit-fils, Christopher. Tout le monde se tourna pour me regarder. J'ai senti l'air quitter la pièce. Je laisse l'intégralité du Hartwell Trust, qui comprend la collection de montres Patek Philippe, la parure de bijoux en saphir et son portefeuille d'actions diversifié. Quoi, ma mère hurla. Elle hurla vraiment. Christopher, il est instable. C'est un photographe freelance. Il les mettra en gage pour payer son loyer. La valorisation de ses actifs, continua Harrison, l'ignorant, est d'environ 2,3 millions de dollars. William avait l'air de vouloir vomir. Le visage de mon père devint violet. C'est une influence indue, cria mon père. Christopher a dû la manipuler quand il s'est faufilé à l'hôpital. Nous contesterons cela. Nous poursuivrons en justice. Harrison ferma le dossier d'un claquement. Vous pouvez essayer, Robert. Mais Rose l'avait anticipé. Elle a subi une évaluation psychiatrique complète le jour où elle a signé ce testament pour prouver sa compétence. Et il y a une clause de non-contestation. Si un bénéficiaire conteste le testament, il perd entièrement sa part. Alors, William, si vous poursuivez, vous perdez vos 25 000 $. Voulez-vous prendre ce risque? William s'affala sur sa chaise. Vaincu. Il me regarda avec une haine pure. Espèce de serpent. Tu as joué le rôle du petit-fils triste, n'est-ce pas? Je me suis levé. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas jubilé. J'ai juste regardé Harrison. Merci, monsieur Harrison. Il y a une condition, dit Harrison, m'arrêtant. Une lettre de Rose à Christopher. Il me tendit une enveloppe scellée. Je l'ai ouverte sur le champ. Mon très cher Christopher, il court après l'éclat, mais tu connais la valeur de la mécanique en dessous. Garde cet héritage en sécurité. Ne vends pas les montres. Elles sont du temps, et le temps est la seule chose que tu ne peux pas acheter. PS, ne leur parle pas du reste pour l'instant. Laisse-les te montrer qui ils sont vraiment. Attends la tempête. Amicalement, grand-mère. Le reste, me suis-je demandé. Les actions étaient substantielles, mais y avait-il plus? J'ai levé les yeux vers ma famille. Ils avaient l'air prêts à me tuer. Je prendrai possession des montres aujourd'hui, dis-je à Harrison. Vous ne pouvez pas, s'écria William. J'ai un gala la semaine prochaine. J'allais porter la Nautilus. Achète ta propre montre, William, dis-je. Je suis sorti de cette maison avec une boîte de montres valant plus que la vie de mon frère. Mais je ne me sentais pas triomphant. J'avais l'impression d'attendre que l'autre chaussure tombe. Grand-mère a dit, attends la tempête. Je ne savais pas que la tempête prendrait la forme d'une invitation de mariage, ou plutôt de son absence. 6 mois passèrent. Je suis retourné à New York. J'ai mis les montres dans un coffre-fort sécurisé. J'ai investi le liquide dans Apex Media, étendant nos opérations à la côte ouest. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille. Pas d'appel téléphonique, pas de mail. Ils me punissaient d'avoir volé l'héritage. Cela me convenait. Le silence valait mieux que les abus. Puis les rumeurs ont commencé. William allait se marier, et pas avec n'importe qui. Il avait réussi à décrocher Helena Sterling. Je savais qui était Helena Sterling. Son père était Arthur Sterling, un magnate de l'immobilier à Boston. J'avais d'ailleurs une fois soumissionné pour un projet pour son entreprise, mais j'avais perdu face à une plus grande entreprise. Les Sterling étaient la royauté américaine. J'ai attendu l'invitation. Je vérifiais ma boîte aux lettres tous les jours. Je me disais que je m'en fichais, mais au fond de moi, une petite partie de moi, le garçon de 12 ans sur les marches du jardin, voulait toujours être incluse. Un mois avant le mariage, j'ai appelé ma mère. « Bonjour, Christopher, dit-elle, sa voix glaciale. J'ai entendu dire que William se mariait, dis-je. Oui, le mois prochain. Suis-je invité? Oh, Christopher, soupira-t-elle.
C'est une affaire très intime. Juste les amis proches et la famille immédiate. Je suis de la famille immédiate, maman. Eh bien, c'est compliqué. Les Sterling sont très particuliers. Et honnêtement, après le coup que tu as fait avec le testament, William n'est pas à l'aise de t'avoir là. Il pense que tu vas faire une scène ou essayer de montrer les montres. Alors, je suis banni? Disons simplement que c'est mieux pour tout le monde si tu restes à New York. Nous avons dit aux Sterling que tu voyageais, que tu te cherchais. S'il te plaît, ne nous embarrasse pas en te présentant. Elle raccrocha. Je suis resté assis dans mon bureau, fixant le téléphone. Affaire intime. 10 minutes plus tard, Sarah, ma vice-présidente, entra. Elle tenait un épais classeur de contrats. Chef, vous devez signer le projet de Boston. Le client exige le forfait premium. Cinématographie complète, couverture par drone, 3 photographes principaux, montage le jour même. C'est un contrat de $50 000. Je ne fais plus de mariage, Sarah. Nous faisons de l'immobilier commercial. Je sais, mais c'est une demande spéciale. La mariée est une grande fan de votre travail architectural. Elle a dit qu'elle voulait que son mariage ressemble à un chef-d'œuvre de Vance Visual. Elle vous a littéralement nommé. Qui est le client, demandai-je, ouvrant le classeur. La mariée est Elena Sterling. Le marié est. Sarah vérifia ses notes. Un certain William Vance. Et, ce n'est pas votre nom de famille. Je me suis figé. Ma main plana sur le papier. J'ai regardé le contrat. Il était là. Client, William Vance et Elena Sterling. Lieu, le Grand Belmont Hotel. Service, forfait mariage premium Apex Media. Coût total, $50 000. Signé par William Vance. J'ai commencé à rire. Cela a commencé par un petit rire et s'est transformé en un rire bruyant. Sarah me regarda comme si j'avais perdu la tête. Chef, il ne sait pas, dis-je, essuyant une larme. Il n'a aucune idée. Aucune idée de quoi? Que je possède Apex Media. J'avais gardé mon nom hors du site web. Nous opérions sous une société holding. Pour le monde, j'étais le directeur créatif insaisissable. Pour William, j'étais juste son frère raté qui prenait des photos. Il avait embauché mon entreprise. Il me payait $50 000 pour photographier le mariage dont j'étais banni. Sarah, dis-je, ma voix devenant sérieuse. Accepte le contrat. D'accord, mais je veux ajouter une clause. Un avenant spécial. Quel genre d'avenant? La clause de présence du directeur. Dis-leur que pour le forfait premium, le PDG d'Apex Media supervise personnellement le montage final et assiste à l'événement pour diriger les prises de vue principales. Tu veux aller à Boston? Demanda Sarah. Je pensais que tu détestais les mariages. Oui, dis-je en refermant le classeur. Mais celui-ci, je ne le raterai pour rien au monde. Les semaines précédant le mariage furent un flou. J'ai examiné les listes de prises de vue. J'ai vu les emails que William a envoyés à mon personnel. C'était un client cauchemardesque. Il exigeait des réductions. Il exigeait que nous retouchions son double menton. Il exigeait que nous le fassions paraître plus grand que la mariée. Il traitait mes employés comme des ordures. Qui est ce type? S'est plaint un de mes photographes. Il agit comme s'il possédait l'endroit. Il est sur le point de découvrir qui possède vraiment l'endroit, murmurai-je. 2 jours avant le mariage, j'ai fait mes valises. J'ai emballé les 3 documents qui seraient mon cadeau. Une copie certifiée du testament de grand-mère Rose, le contrat Apex Media, contresigné par moi, Christopher Vance, PDG, une transcription d'un message vocal que William m'avait laissé des années auparavant, me traitant de parasite inutile. Je les ai mis dans la boîte en argent et puis je suis parti pour Boston. Nous sommes de retour au Grand Belmont. Je suis parti de l'hôtel après avoir déposé la boîte. Mon cœur battait la chamade. Je me suis enregistré dans un motel 6 juste en bas de la route. Je n'allais pas gaspiller de l'argent pour une chambre où je ne dormirais pas. J'ai troqué mon costume contre mes vêtements de travail. Pantalon cargo tactique noir, polo noir avec le logo Apex Media brodé sur la poitrine, et un casque. Je ne revenais pas en tant qu'invité. Je revenais en tant que patron. J'ai attendu que la réception batte son plein.
Mon équipe était déjà à l'intérieur. J'avais envoyé un SMS à Sarah, qui agissait en tant que productrice principale sur place. La boîte est-elle sur la table, Sarah? Oui. Juste à côté du gâteau. Il ne l'a pas encore vue. Moi? Bien. J'entre par l'entrée de service. J'ai garé la voiture de location à l'arrière. J'ai dépassé le personnel de cuisine qui fumait des cigarettes. J'ai montré mon badge Apex Media à la sécurité. Je suis avec l'équipe de tournage, dis-je. Ils m'ont laissé passer. Je me suis glissé dans la salle de bal. Il faisait sombre, éclairé par des lumières d'ambiance violette et dorée. La musique était forte. Une chanson pop générique qui faisait danser les demoiselles d'honneur. J'ai repéré mon équipe près de la scène. Sarah m'a vu et a hoché la tête. Elle m'a tendu un boîtier d'appareil photo avec un objectif 70 à 200 mm. Il est sur le point de faire les discours, murmura-t-elle dans son casque. Et ensuite les cadeaux. J'ai tiré ma casquette vers le bas. Je me suis fondu dans les ombres. J'étais de nouveau l'observateur invisible, exactement comme grand-mère Rose le voulait. Le MC, un type ringard dans une veste scintillante, prit le micro. Mesdames et messieurs, avant de couper ce magnifique gâteau, William et Elena ont décidé d'ouvrir quelques cadeaux spéciaux de la famille. La foule a applaudi. William se leva, rougi par le vin et l'adoration. Il avait l'air d'un roi. Elena était belle mais fatiguée. Apportez-les, cria William. Les demoiselles d'honneur apportèrent quelques boîtes. Taste-vin, vase en cristal. Des trucs ennuyeux. William fit des blagues, charmant la foule. Puis la demoiselle d'honneur attrapa la boîte en argent. Oh, celle-ci est intéressante, dit le MC. Pas de carte à l'extérieur, juste une boîte en argent. William la regarda en plissant les yeux. Il la reconnut. Je vis son visage vaciller une fraction de seconde. Il se souvint de m'avoir vu dans le hall. Il pensa probablement que c'était une blague. Une mesquinerie. Ouvre-la, chérie, dit Elena. William prit la boîte. Il rit nerveusement. Probablement quelque chose d'un admirateur secret, hein. Il détacha le ruban noir. La pièce se tut, anticipant des bijoux ou des clés de voiture. Il souleva le couvercle. Il fronça les sourcils. Il tendit la main et sortit les papiers. Qu'est-ce que c'est, marmonna-t-il. Des papiers. Lisez-les à voix haute, cria quelqu'un de l'arrière. William déplia le premier document. C'était le contrat. J'ai zoomé avec mon objectif. Je pouvais voir la sueur perler sur son front. Il lut l'en-tête, Apex Media Service Agrément. Il balaya le regard vers le bas. Ses yeux s'écarquillèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il vit la signature. Christopher Vance, PDG. Il leva les yeux, scannant frénétiquement la pièce. Où est le photographe, bégaya-t-il dans le microphone. La foule murmura. Pourquoi demandait-il le photographe? Il laissa tomber le contrat et ramassa le deuxième papier. Le testament. Ceci. C'est un faux, murmura-t-il. Mais le microphone l'intercepta. C'est un faux. Qu'est-ce que c'est, Will, demanda Elena, se penchant. Elle attrapa le papier. Ses yeux le parcoururent. La collection Patek Philippe luait à haute voix. Bénéficiaire unique, Christopher Vance. La pièce halta. Une inspiration collective de 400 personnes. Les sterling chuchotèrent. Mes parents, assis à la table d'honneur, devinrent pâles. Il l'a volé, cria William, sa voix se brisant. Mon frère a volé mon héritage. Et maintenant il ruine mon mariage avec ses mensonges. Il perdait les pédales. Le masque de l'enfant prodige glissait. Et il n'est même pas là, cria William, jouant la victime. Il était trop lâche pour se montrer, alors il a envoyé ses ordures. C'était mon signal. J'ai tapé sur mon casque. Sarah, coupe la musique. Éteins les lumières de la salle. Mets un projecteur sur le pilier sud. Copier, chef, dit Sarah. La musique s'arrêta instantanément. La pièce fut plongée dans l'obscurité.
Les invités poussèrent des cris perçants. Puis un seul projecteur lumineux s'alluma. Non pas sur la scène, mais sur moi. Je me tenais là, tenant mon appareil photo, vêtu de noir. J'ai lentement enlevé ma casquette. J'ai levé les yeux vers la scène. Je suis juste ici, William, dis-je. Ma voix n'était pas amplifiée, mais dans le silence de mort de la salle de bal, elle portait. William avait l'air d'avoir vu un fantôme. Chris. J'avançais, le projecteur me suivant. Je marchais jusqu'au bord de la scène. Je n'avais pas l'air en colère. J'avais l'air professionnel. Je crois que vous avez quelque chose à dire à votre photographe de mariage, dis-je calmement. Puisque vous m'avez embauché, vous possédez Apex, bégaya William. Mais vous êtes fauché. Vous êtes barista. Je possède l'entreprise à laquelle vous venez de payer 50 000 $, dis-je. Et je possède les montres que vous avez dit à votre nouveau beau-père être les vôtres. J'ai regardé Arthur Sterling. Il était debout, le visage rouge de fureur. Il regarda de moi à William. William, retentit la voix tonitruante de Monsieur Sterling. M'avez-vous dit que la collection Patek Philippe était vos biens? L'avez-vous utilisée comme garantie pour la compte de la maison? William se recroquevilla. C'était censé être à moi. Grand-mère l'a promis. Mais elle l'a laissé à Chris, dis-je, désignant le testament dans la main d'Helena. Parce qu'elle savait que vous le vendriez pour payer vos dettes de jeu. Dettes de jeu? Helena laissa tomber le papier. Elle recula de lui. William, tu as dit que tu les avais remboursés. Je l'ai fait. Enfin, j'allais le faire avec l'argent des montres. William était en train de s'effondrer. Il confessait des crimes dont il n'avait même pas encore été accusé. Ma mère se leva. Christopher, arrête ça. Tu es en train de tout ruiner. Je me suis tourné vers elle. J'ai levé mon appareil photo et j'ai pris une photo. Clic. Le flash l'a aveuglé une seconde. Je fais juste mon travail, maman, dis-je. Capturer l'instant. N'est-ce pas ce que tu voulais? Un mariage parfait. Sécurité, cria William. Faites-le sortir d'ici. 2 agents de sécurité s'avancèrent. Touche-moi, dis-je, brandissant une copie du contrat. Et je te poursuis pour rupture de contrat et agression. Je suis le prestataire. J'ai le droit légal d'être ici. Les gardes hésitèrent. Ils regardèrent Monsieur Sterling. Monsieur Sterling leva la main. Laissez-le parler. Il regarda William avec dégoût. Vous m'avez menti. Vous avez menti à ma fille. Vous avez menti sur vos actifs. C'est juste un malentendu, plaida William. Chris est jaloux. Il a toujours été le frère raté. Le frère raté, répétai-je. Je fis un signe à Sarah. Sur les écrans de projection géants derrière la scène, ceux destinés à montrer un diaporama du couple heureux, une nouvelle image apparut. C'était un relevé bancaire, un bilan d'entreprise pour Apex Media, montrant les revenus trimestriels. Les chiffres étaient en millions. C'est l'entreprise que j'ai bâtie, dis-je. Sans fonds universitaires, sans BMW, sans votre aide. Je regardais William. Il était petit. Si petit. Je ne suis pas venu ici pour ruiner ton mariage, William. Tu l'as fait toi-même en bâtissant ta vie sur des mensonges. Je suis juste venu te faire un cadeau. J'ai désigné la boîte en argent. La vérité. La pièce était silencieuse. On aurait entendu une mouche voler. Et puis Helena Sterling, la mariée, fit quelque chose d'inattendu. Elle retira son énorme bague de fiançailles en diamant. Elle la regarda une seconde, puis regarda William. La bague est-elle payée, demanda-t-elle doucement. William ne répondit pas. Il ne le put pas. Elle laissa tomber la bague dans la boîte en argent. Cling. Je crois que le mariage est terminé, dit-elle. Voici la suite de l'histoire, reprenant immédiatement là où la 6e partie s'est arrêtée. Je crois que le mariage est terminé. Lorsqu'Helena Sterling prononça ces mots, laissant tomber sa bague en diamant dans ma boîte en argent, le son fut petit, un cliquetis métallique aigu, mais il frappa la pièce comme un coup de feu. Un instant, personne ne bougea. C'était un tableau de destruction totale.
William se tenait au centre de la scène, la bouche s'ouvrant et se refermant comme un poisson hors de l'eau, son visage perdant l'arrogance rubiconde qu'il avait affichée quelques minutes auparavant. Mes parents, Robert et Linda, étaient figés à la table d'honneur, leur flûte de champagne encore à moitié pleine, leur réputation méticuleusement élaborée se dissolvant en temps réel sous la lumière crue du projecteur que j'avais commandé. Puis le chaos éclata. Cela commença par un murmure. Un grondement sourd de 400 personnes réalisant qu'elles assistaient à l'implosion de l'événement mondain de la saison. Puis vinrent les flashs, non pas des appareils photo professionnels, mais des iPhones. Partout où je regardais, des écrans s'allumaient. Les invités, sénateurs, associés de cabinets d'avocats, débutants enregistraient. Monsieur Sterling n'attendit pas les agents de sécurité. Il monta les escaliers de la scène, se déplaçant avec l'élan terrifiant d'un homme qui bâtissait des gratte-ciel pour gagner sa vie. Il se tint à quelques centimètres de mon frère. « Vous avez utilisé ma fille, dit Sterling. » Sa voix n'était pas forte. C'était un grondement bas et dangereux que le microphone capta parfaitement. « Vous avez utilisé mon nom. Vous avez utilisé mon crédit pour obtenir des prêts que vous ne pouviez pas rembourser. Et vous m'avez menti en face sur vos actifs. » Arthur, s'il vous plaît, bégaya William, tendant la main. C'est un malentendu. Les montres, elles étaient censées être à moi. Christopher les a volées. Il a trompé grand-mère. Il est mentalement instable. Arrête de parler, claqua Sterling. Il se tourna vers moi. Pour la première fois de ma vie, Arthur Sterling, le titan de l'immobilier de Boston, me regarda. Il ne vit pas le frère raté que mes parents avaient décrit. Il vit l'homme debout sous le projecteur, calme, vêtu de noir tactique, tenant l'épreuve. Monsieur Vance, me dit Sterling. Ce contrat est-il légitime? Possédez-vous Apex Media? Je n'eus pas besoin de répondre. Sarah, ma vice-présidente, sortit des ombres de la régie technique. Elle monta sur scène, tenant une tablette. Elle avait l'air vive, professionnelle, et complètement exaspérée par les absurdités de William. Monsieur Sterling, dit Sarah, sa voix projetant clairement. Je suis Sarah Jenkins, directrice des opérations d'Apex Media. Je peux confirmer que Christopher Vance est le fondateur et seul propriétaire de l'entreprise. Je peux également confirmer que nous avons été soumis à 3 mois d'abus verbaux, de non-paiement des heures supplémentaires et de demandes déraisonnables de la part du marié qui a invoqué votre nom pour menacer notre personnel. Elle tapota sa tablette, et l'écran de projection derrière nous changea. Ce n'était pas un relevé bancaire cette fois-ci. C'était une chaîne de mails de William Vance à Sarah Jenkins. Objet, facture en retard. Savez-vous qui est mon beau-père? Si vous me dérangez à nouveau à propos de ce supplément de $5000, je demanderai à Arthur Sterling d'enterrer votre petite boutique de photographie. Mon frère est aussi un photographe raté. Je sais à quel point vous êtes désespéré. Faites juste votre travail. La foule haleta. Je vis une femme au premier rang se couvrir la bouche. Sterling lut l'email sur l'écran géant. Son visage prit une teinte de rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Il se tourna vers William. Vous avez menacé un fournisseur en utilisant mon nom, murmura Sterling, tout en étant secrètement fauché. J'étais stressé, cria William. Il regarda nos parents. Maman, papa, faites quelque chose. Mon père, Robert, se leva finalement. Il ajusta sa veste de costume, essayant de retrouver l'autorité qu'il utilisait dans les tribunaux. Il s'approcha de la scène, essayant de paraître digne, mais il avait juste l'air vieux. Maintenant, Arthur, dit mon père, adoptant sa meilleure voix d'avocat. Ne nous précipitons pas. Il s'agit clairement d'un conflit familial qui a dégénéré. Christopher a toujours été difficile. Il a clairement mis en scène cela pour humilier son frère par jalousie. Nous pouvons régler cela discrètement en privé. Jalousie. La voix venait du côté de la pièce. C'était Caroline. Caroline Ashford était la meilleure amie de grand-mère Rose. Elle avait 80 ans, frêle comme un oiseau, mais elle était la matriarche de la société de Boston. Elle avait organisé ce mariage. Elle connaissait tout le monde, et elle était restée assise tranquillement à la table 4, observant. Elle se leva maintenant, appuyée sur sa canne. La pièce devint silencieuse par respect. Robert, dit Caroline, sa voix tremblante de colère. Comment osez-vous?
Caroline. S'il vous plaît, plaida ma mère. Ne. J'étais là, annonça Caroline à la pièce. J'étais là quand Rose a signé ce testament. J'étais là quand elle a pleuré parce que son fils, vous, Robert, avait cessé d'amener Christopher en visite. Elle m'a dit explicitement, William aime l'or, mais Christopher aime l'artisanat. Elle a laissé ses montres à la seule personne qui ne les mettrait pas en gage pour une voiture de sport. Caroline se tourna vers les invités. Et je peux me porter garante pour Christopher. Ma petite fille travaille dans le marketing à New York. Elle m'a dit, Apex Media est la référence absolue. Ils ont fait la couverture de Vogue le mois dernier. Christopher n'a pas mis en scène cela par jalousie. Il l'a mis en scène pour la justice. Ce fut le coup de grâce. La parole de Caroline Ashford faisait loi dans cette ville. Ma mère s'enfonça dans sa chaise, se cachant le visage dans les mains. Mon père resta figé, sa défense légale s'effondrant avant même qu'il ne puisse déposer une motion. William regarda autour de lui. Il vit les caméras. Il vit Elena debout avec son père, le dos tourné vers lui. Il vit les invités chuchoter, pointer du doigt, rire. Il me regarda. Pourquoi, murmura-t-il. Des larmes coulaient enfin sur son visage, gâchant son maquillage. Pourquoi m'as-tu fait ça? J'ai baissé mon appareil photo. Je me suis rapproché de lui pour que seul il puisse m'entendre. Je ne t'ai pas fait ça, Will, dis-je doucement. Tu l'as fait. Tu m'as embauché. Tu m'as invité. Tu as signé le contrat. Tu as dit les mensonges. J'ai juste allumé les lumières. Je me suis tourné vers Sarah. Fais tes cartons. On a fini ici. Et le remboursement, demanda Sarah à voix haute, juste pour enfoncer le clou. Le contrat stipule aucun remboursement en cas d'annulation due à une mauvaise conduite du client. Gardez-le, dis-je. Considérez ça comme un bonus pour l'équipe qui l'a supporté. Je suis descendu de la scène. Alors que je descendais l'allée, la mère d'invité s'est écartée devant moi. Personne ne me regardait plus avec pitié. Il me regardait avec admiration. J'ai entendu des chuchotements, c'est le propriétaire. Et où tu as vu ses yeux? Et il vaut des millions. Je m'en fichais. Rien de tout cela n'avait d'importance. La seule chose qui comptait était le poids qui se soulevait de ma poitrine. J'ai atteint la sortie. J'ai vu Elena près de la porte, le bras de son père autour d'elle. Elle pleurait, mais elle a levé les yeux quand je suis passé. Christopher, dit-elle. Je me suis arrêté. Je suis désolé, Elena. Tu ne méritais pas d'être un dommage collatéral. Elle essuya ses yeux. Elle regarda la boîte en argent qu'elle tenait encore, celle qui contenait la vérité. Tu m'as sauvé, murmura-t-elle. Si je l'avais épousé, si j'avais signé le contrat de mariage basé sur ces mensonges, il m'aurait ruiné. Tu n'as pas ruiné mon mariage. Tu m'as sauvé la vie. Elle tendit la main et me serra la main. Merci. J'ai hoché la tête. J'ai poussé les doubles portes de la salle de bal. Dehors, l'air était frais et doux. Le voiturier attendait. Je ne suis pas allé à ma voiture de location. J'avais appelé un service pendant que j'étais en coulisses. Une élégante voiture noire était en marche arrière. Je suis monté. Où allons-nous, monsieur Vance? Demanda le chauffeur. L'aéroport, dis-je. Ramenez-moi chez moi. Derrière moi. À l'intérieur du Grand Belmont Hotel. J'entendais les cris commencer. Les avocats de la famille Sterling étaient probablement déjà en train de rédiger l'annulation des fiançailles. Les invités réclamaient leurs cadeaux. Mes parents essayaient probablement de savoir qui blâmer. Mais j'étais parti. J'étais enfin vraiment parti. Les retombées furent nucléaires. J'ai pris l'avion pour New York cette nuit-là, mais l'histoire a voyagé plus vite qu'un jet. Au moment où j'ai atterri, la vidéo de la révélation du mariage était en vogue sur TikTok. Quelqu'un l'avait sous-titré, « Une riche mariée découvre que son fiancé est un menteur fauché et que son frère raté possède l'entreprise ». Elle avait 3 millions de vues en 6 heures. Internet a fait ce qu'Internet fait de mieux. Ils ont trouvé William. Ils ont trouvé son LinkedIn. Ils ont trouvé le titre de vice-président dans un cabinet financier boutique qui s'est avéré être un poste fictif arrangé par les relations de mon père.
En 48 heures, William a été viré. Son cabinet a publié une déclaration se dissociant de ses fausses déclarations financières personnelles. Les Sterling ont été impitoyables. Monsieur Sterling a poursuivi William pour fraude, cherchant à récupérer les coûts du mariage et de la bague de fiançailles, qui s'est avérée avoir été mise par William sur une carte de crédit qu'il avait ouverte au nom d'Elena. Et mes parents, ils ont sombré dans l'obscurité. Ils ont débranché leur ligne fixe. Ils ont supprimé leur compte Facebook. Ils se sont cachés dans cette grande maison de Beacon Hill, qui semblait soudainement très petite. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas fait sauter le champagne. Je suis retourné au travail. Je me suis assis dans mon bureau au siège d'Apex Media à Hudson Yard. Mon bureau est un cube de verre surplombant l'Hudson River. C'est calme. C'est propre. C'est réel. 2 semaines après le mariage, ma réceptionniste m'a appelé. Monsieur Vance, dit-elle, sa voix hésitante. Il y a 2 personnes ici pour vous voir, Robert et Linda Vance. Ils disent qu'ils sont vos parents. Ils n'ont pas de rendez-vous. J'ai fait pivoter ma chaise pour regarder la rivière. J'ai observé un ferry fendre l'eau grise. J'aurais pu les renvoyer. J'aurais pu demander à la sécurité de les escorter dehors, mais je savais que ce moment allait arriver. Le dernier acte. Faites-les entrer, dis-je. Les portes s'ouvrirent. Mes parents entrèrent. Ils avaient l'air diminué. C'est le seul mot qui convienne. Le costume de mon père était froissé. Ma mère ne portait pas ses perles habituelles. Ils ressemblaient à des réfugiés d'une vie qu'ils ne pouvaient plus se permettre. Ils s'arrêtèrent au milieu de la pièce, regardant les récompenses sur mes étagères, les maquettes architecturales, la vue sur la ville. Christopher, dit ma mère. Sa voix était faible. Je ne me suis pas levé. Je ne leur ai pas offert de siège. Robert, Linda, dis-je. Mon père a tressailli à l'utilisation de son prénom. Nous sommes tes parents, mon fils. Biologiquement. Oui, dis-je. Que voulez-vous? Mon père s'éclaircit la gorge. Nous sommes venus parler de la situation avec William. De quoi à son sujet? Il est en mauvaise posture, Chris, dit ma mère, les larmes aux yeux. Il a perdu son emploi. Les Sterling le poursuivent pour un demi-million de dollars. Il parle de faillite. Il pourrait perdre son appartement. Cela semble être un problème pour l'enfant prodige à résoudre, dis-je. C'est ton frère, claqua mon père, un éclair de son ancienne colère revenant. Tu l'as détruit. Tu l'as humilié devant toute la ville. Tu as ruiné notre réputation. J'ai dit la vérité, dis-je calmement. Si la vérité l'a détruit, c'est de sa faute. Nous avons besoin d'aide, dit ma mère, s'avançant. Nous avons hypothéqué la maison pour l'aider à payer ses frais de justice. Si nous ne trouvons pas un règlement pour les Sterling, nous pourrions perdre la maison de Beacon Hill, la maison de ta grand-mère. Je les ai regardés fixement. Ils n'étaient pas là pour s'excuser. Ils n'étaient pas là pour demander comment j'allais ou pour dire qu'ils étaient fiers de ce que j'avais construit. Ils étaient là parce que le distributeur automatique nommé William était en panne et qu'ils avaient besoin d'un nouveau retrait. Alors, vous voulez de l'argent, dis-je. Nous voulons que tu vendes les montres, dit mon père. La collection Patek est évaluée à des millions. Si tu la vends, nous pourrons rembourser les Sterling, remettre William sur pied et sauver la maison. Ce sont des biens familiaux, Christopher. Ils nous appartiennent à tous. Je me suis levé, puis j'ai contourné mon bureau. Je me suis appuyé sur le bord, les bras croisés. Vous avez dépensé mon fonds universitaire pour sa BMW, dis-je. Mon père cligna des yeux. C'était il y a des années. Vous m'avez banni du chevet de grand-mère mourante. Nous essayions de la protéger. Vous m'avez banni du mariage. Vous avez dit aux gens que j'étais mentalement instable. Vous avez dit aux gens que j'étais un échec. Nous étions justes. Ma mère s'interrompit. Elle ne put achever le mensonge. Vous ne voulez pas de fils, dis-je en la regardant dans les yeux. Vous voulez un financier? Vous avez misé sur le mauvais cheval, Robert. Vous avez mis tout votre argent et votre amour sur William parce que vous pensiez qu'il était le gagnant. Et maintenant qu'il a perdu, vous essayez d'encaisser votre pari de couverture. Je me suis dirigé vers le coffre-fort mural caché derrière un tableau.
J'ai tapé le code. Bip bip bip. Mes parents ont regardé, l'espoir illuminant leurs yeux. Ils pensaient que j'allais chercher un carnet de chèques. J'ai sorti une seule photographie. C'était celle que j'avais prise de grand-mère Rose à l'hôpital le jour de sa mort. Elle me tenait la main. Je suis retourné et l'ai posée sur le bureau. Je ne vous donnerai pas un sou, dis-je. Christopher, haleta ma mère. Je ne vendrai pas les montres. Je les ai données. J'ai menti. Enfin, à moitié menti. Je les avais prêtées au musée d'horlogerie pour une exposition de 10 ans. Elles étaient à l'abri de William pour toujours, et je ne sauverai certainement pas l'homme qui m'a intimidé depuis l'âge de 5 ans. Tu es ingrat, cracha mon père. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné un toit. Et je vous ai remboursé en partant, dis-je. La dette est réglée. J'ai appuyé sur le bouton d'interphone de mon bureau. Sarah, veuillez raccompagner monsieur et madame Vance et informer la sécurité qu'ils sont définitivement interdits d'accès au bâtiment. Vous ne pouvez pas faire ça. Ma mère pleurait maintenant. Des larmes laides et désespérées. Nous sommes ta famille. Non, dis-je en la regardant dans les yeux. Vous êtes juste des gens que je connaissais autrefois. Sarah apparut à la porte avec 2 agents de sécurité. Mes parents me regardèrent une dernière fois. Un mélange de rage et d'incrédulité avant d'être conduits dehors. Quand la porte se referma, le silence dans mon bureau était pesant. Mais il n'était pas solitaire. Il était paisible. Je me suis dirigé vers la fenêtre. J'ai regardé la rue en contrebas. J'ai vu mes parents sortir du bâtiment. Ils avaient l'air petits, juste 2 vieilles personnes aigries sur un trottoir, se disputant entre elles. Ils se sont arrêtés au bord du trottoir, essayant d'appeler un taxi parce qu'ils ne pouvaient plus se permettre une berline de luxe. Je me suis détourné de la fenêtre. J'ai pris ma veste. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au garage privé. Ma voiture m'attendait, pas une voiture de location cette fois, ma Rolls-Royce Phantom, noir sur noir, l'emblème Spirit of Ecstasy scintillant sous les lumières fluorescentes. Je me suis glissé sur le siège du conducteur. Le cuir sentait la victoire. J'ai démarré le moteur, qui ronronnait comme un lion endormi. J'ai quitté le garage, me mêlant à la circulation new-yorkaise. Je ne roulais plus vers mon passé. Je ne roulais plus pour la vengeance. Je roulais vers mon avenir. Un avenir où je définirais ma propre valeur. Un avenir où la famille n'était pas une question de sang, mais de loyauté, de respect et d'amour. J'avais bâti un monde si grand qu'il ne pouvait pas détourner le regard, exactement comme grand-mère Rose l'avait dit. Mais le mieux, c'est que je ne me souciais plus de savoir s'il regardait. J'étais enfin libre. Cela nous amène à la fin de mon histoire. Ce n'était pas la fin dont je rêvais enfant. J'ai toujours voulu le grand câlin familial, la réconciliation. Mais la vie n'est pas un film de Hallmark. Parfois, la fin heureuse ne consiste pas à réparer une famille brisée. Elle consiste à avoir le courage de s'éloigner des morceaux. Cette expérience m'a enseigné la leçon la plus douloureuse mais la plus libératrice de ma vie. La famille n'est pas un titre. C'est un comportement. On nous apprend que nous devons à nos parents et frères et sœurs une loyauté inconditionnelle. Peu importe à quel point ils sont toxiques, on nous apprend à nous immoler pour les garder au chaud. Mais c'est un mensonge. Vous ne pouvez pas guérir dans le même environnement qui vous a rendu malade. Ma valeur n'a jamais dépendu de l'échec de mon frère ou de l'approbation de mes parents. Elle était innée. Elle était là quand j'étais un barista fauché et elle est là maintenant en tant que PDG. La boîte en argent que j'ai laissée sur cette table ne contenait pas seulement un contrat. Elle contenait mes limites. Et poser une limite est la plus haute forme de respect de soi. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille pour vous sauver? Ou peut-être êtes-vous la brebis galeuse qui s'est avérée être la plus forte du troupeau? Veuillez faire défiler vers le bas et laisser un commentaire. Merci d'avoir écouté.